Bonjour très chers internautes, ça fait très longtemps, plusieurs années que je ne suis pas venu sur YouTube pour y faire des vidéos. Si, sur un autre site sur YouTube, mais au niveau du sport, car je suis un très grand sportif, même encore à l'âge de 70 ans. Je fais beaucoup de vélo avec l'école des Alpes, les plus célèbres, 14 000 km de vélo par an. Et je me suis remis à la course à pied car j'ai été international quand j'étais cadet junior à une certaine époque et je vais me réattaquer au record de France Master 6, c'est-à-dire 70 ans, sur 400 mètres plats. Donc on n'est pas venu parler de cela, on va parler un petit peu de politique et je ne vais pas attaquer Amélie de Montchalin, je vais simplement faire des déductions. Et pour cela, je vais m'appuyer de l'intelligence artificielle. Donc les questions, je les pose à l'intelligence artificielle et c'est elle qui va nous répondre. Vous allez voir, c'est parfois stupéfiant de vérité parce que l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas s'en servir? C'est pas du complotisme, c'est quand même un outil qui est créé par les mainstream. Donc c'est eux qui en sont responsables. Sauf sur Emmanuel Macron. Vous avez vu ma vidéo depuis 2017, cette vidéo. Tout ce que j'ai dit sur le président Macron est arrivé. C'est quand même, beaucoup m'ont dit, mais c'est impressionnant, comment tu as fait? Je dis, c'est simplement de la déduction, de tout ce que vous savez, vous connaissez du personnage, etc., de la politique, de ce que vous avez fait dans votre vie. Vous pouvez déduire certains traits de caractère chez certaines personnalités, ce qui était le cas chez Emmanuel Macron. J'ai bien dit depuis le départ que c'était un gamin qui avait été placé là par certaines personnalités de ce qu'on appelle aujourd'hui ouvertement l'état profond. À cette époque, on n'osait pas dire l'état profond, ça n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est impressionnant. On dirait que je me suis servi d'une boule de cristal. Pourtant, je n'ai pas de boule de cristal chez moi. Ne vous inquiétez pas, et je n'y crois pas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Amélie de Montchalin, avec mes petites antennes. Vous savez qui, elles vibrent par moments. Alors, Amélie de Montchalin, je l'avais déjà repérée dans certaines allocutions, interviews qu'elle donnait, dans les années 2011, 2012, elle était beaucoup plus jeune, elle sortait de son master d'économie, etc. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a fait comme étude, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'elle voulait s'appliquer sérieusement dans la politique. Et elle ne parlait dans la bouche, elle n'avait que de mots pour dire qu'il fallait diriger l'épargne des Français dans l'économie française. Et c'est bizarre, dans ces périodes-là, elle a rencontré quelqu'un qui s'appelait un jeune Emmanuel Macron. Et je crois qu'à cette époque, à moins que mes informations soient fausses, il parlait de retraite, justement. Pourtant, Macron était loin d'être président de la République et Amélie de Montchalin était loin de devenir députée. Alors, pour voir plus précisément le pédigré de Amélie de Montchalin, vous allez sur Wikipédia. Wikipédia, vous allez avoir tout son pédigré. Vous allez voir que, pour faire la vidéo plus courte, que Amélie de Montchalin n'a fait que traîner dans les gouvernements. Elle était à droite, ensuite, elle a rallié le parti d'Emmanuel Macron. Ben oui, 2016-2017, elle est devenue macroniste et vantant les pouvoirs de la REM. Donc on sait ce que c'était aujourd'hui la REM, c'est vraiment un fiasco total pour la France. C'est pas complotiste de le dire, même si vous posez la question à ChatGPT, il va vous dire, bah oui, la REM, c'est pas la panacée pour la France. Donc elle a travaillé 2 années dans le secteur de AXA avant de s'engager en politique en décembre 2016 avec le mouvement En Marche. Voilà, elle est élue députée lors des élections législatives en 2017 dans la 6e circonscription de l'Essonne. Ensuite, elle a été battue, je crois, elle a été battue par Jérôme Guedj, voilà, c'est ça. Elle est de nouveau candidate aux élections législatives de 2022 dans la même circonscription, battue au second tour par le candidat socialiste Jérôme Guedj. Elle quitte le gouvernement le 4 juillet 2022, mais c'est une dame qui est toujours repêchée par Emmanuel Macron. That is the question. Là, il faut se poser des questions. Mais pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, après avoir gratté l'argent de partout autour des Français, à tous les niveaux possibles et imaginables, avec une dette abyssale, on va dire stratosphérique, on va dire galactique, intergalactique, de 3300 milliards d'euros, qu'on ne pourra jamais rembourser,
Parce que plus vous avez de dettes, plus votre taux d'endettement monte. À l'époque où je vous ai dit, Emmanuel Macron, il a pris la France, on était à 98%. On en est à 118, 120% d'endettement. C'est-à-dire que les notes vont être dégradées. Là, récemment, on est remonté sur les taux d'intérêt à 10 ans, on est remonté à 3,6 et on va arriver probablement à 4%. Ce qui veut dire que pour rembourser notre dette, on nous prêtera à des taux d'intérêt plus hauts, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de rembourser 57 milliards par an, on devra en rembourser par exemple 62. Vous voyez qu'il n'est plus possible à la fin de rembourser une dette si elle ne fait qu'augmenter. Les macronistes, c'est bien ça. Ce sont des gens qui vivent sur le dos des autres. On appelle ça comment? Eh bien, des parasites. Des parasites, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se gavent d'argent à tous les niveaux. Nous allons voir les liens d'application de Amélie de Montchalin, par exemple, avec George Soros. On n'est pas près de George Soros sans en avoir certains bénéfices. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on se fatigue? On se fatigue pour travailler. Et si on travaille, c'est pour toucher quelque chose quand même en retour. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, le travail gratuit, je n'y crois pas. J'y ai jamais cru. À 70 balais, j'y ai toujours pas cru en tous les cas. Et vous d'ailleurs, vous le savez très bien. Maintenant, toute peine mérite salaire. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais ça dépend quelle peine on veut infliger aux autres. Si c'est pour gagner sur le dos des gens en détruisant leur vie, ça jamais, je ne pourrais pas le faire. De là où je viens, on m'interdirait. Alors, quel but liait Amélie de Montchalin et Emmanuel Macron? L'économie française. Mais surtout, étant donné qu'elle a été virée par les Français, elle a été repêchée par Emmanuel Macron. Elle est donc nommée chargée des comptes publics dans le gouvernement de François Bayrou le 23 décembre 2024. Pourquoi? Eh bien, pour avoir une mainmise sur l'épargne des Français, bien entendu, parce que c'est la spécialiste que j'ai repérée en 2012. Je le savais au travers de ses discours. Même si elle ne savait pas encore ce qu'elle allait proposer, moi, je l'avais déjà deviné. Un petit peu d'historique sur la famille et la formation de Wikipédia, hein, j'invente rien. Amélie Beaumier, qui est Amélie de Montchalin parce qu'elle épousait Monsieur de Montchalin, né le 8e arrondissement de Lyon et grandi, on s'en fout complètement, c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas la vie privée des gens. Alors, son père a travaillé chez Alpha Aquitaine, Danone, Coca-Cola, vous savez, ces grosses entreprises réputées. Hein. Ce n'est pas une attaque personnelle, bien entendu, mais on sait qu'au niveau de la nature, c'est pas très bon pour notre petite planète, etc. Ça, c'est de la vraie écologie, par contre. Mais on n'en parle pas de ça, de l'eau contaminée, etc., etc. C'est un autre problème. Après avoir été élève au lycée Hoche à Versailles, puis étudiante en classe prépa, au lycée privé Sainte-Geneviève, elle intègre HEC Paris en 2005. Elle obtient en parallèle une licence en histoire de l'université Paris-Sorbonne et une licence économie appliquée à l'université Paris-Dauphine. Elle obtient un master, c'est ce fameux master que je vous disais, à Harvard Kennedy School en 2014. Amélie Beaumier épouse Guillaume de Montchalin d'une famille subsistante de la noblesse française, d'abord consultant au Boston Consulting Group, puis chez Eurasio. Qu'est-ce que le Boston Consulting Group? Alors, le BCG, le Boston Consulting Group, c'est son mari qui y travaillait. Alors, j'ai quand même posé la question à notre très chère intelligence artificielle, une des plus sophistiquées pour nous. Elle s'appelle Perplexity. Je n'ai pas pris ChatGPT. C'est trop de base. ChatGPT ne va pas assez en profondeur. Alors, j'ai posé la question. Amélie de Montchalin a-t-elle travaillé pour le groupe controversé Boston Consulting Group? Réponse. Amélie de Montchalin n'a pas directement travaillé pour le BCG. Cependant, elle a des liens étroits entre l'entreprise à travers son mari Guillaume de Montchalin qui était partenaire de BCG. Guillaume de Montchalin a rejoint le BCG en 2009 et a travaillé dans de nombreux pays, se concentrant principalement sur le commerce de détail des biens de consommation, les industries de luxe. Il a joué un rôle important dans la connexion entre Emmanuel Macron et le BCG, tiens, bizarre, proposant en juin 2016 que Macron participe à l'un des Office Fridays du cabinet. Je ne sais pas si je me souviens, à un moment on a su que Emmanuel Macron avait fait une grande réunion, vous savez, au cabinet des finances, là, des impôts, là.
Alors, Amélie de Montchalin, quant à elle, a suivi une carrière politique et a occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement français, notamment celui de secrétaire d'État aux affaires européennes et de ministre de la transformation et de la fonction publique. Il est important de noter que le BCG a été impliqué dans plusieurs controverses ces dernières années, notamment un scandale de corruption en Angola, des accusations de discrimination raciale aux États-Unis, des critiques concernant son implication dans la construction d'un hôpital en Suède. Bien que Amélie de Montchalin n'ait pas travaillé directement pour le BCG, ses liens familiaux avec l'entreprise et son rôle dans le gouvernement ont suscité des questions sur de potentiels conflits d'intérêts. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai simplement posé une petite question, je vous le promets, à Perplexity, à l'intelligence artificielle. Elle m'a répondu. Je ne lui ai pas tiré les verres du nez. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle même d'Emmanuel Macron là-dedans. Hein. Alors ici, sur l'UFPost, on voit que Amélie de Montchalin quitte le gouvernement après son échec aux législatives dans l'Essonne. C'est là qu'elle a été repêchée par Emmanuel Macron pour devenir ministre aujourd'hui, qui est une des têtes pensantes du gouvernement Macron. On va gratter le vernis, on va aller beaucoup plus loin. Et maintenant, vous allez l'entendre parler. Je crois que c'est 2017 sur une vidéo, lorsqu'elle parle de l'épargne des Français. On commence à arriver directement dans le vif du sujet. Ensuite, je vous parlerai de ses liens avec George Soros. Alors, tendez bien l'oreille pour écouter ce qu'elle a dit. C'est très important. Nous étions en 2017. Alors, mon message ce matin, il est très clair, à vous tous réunis. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes des banquiers, vous êtes des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers financiers, des gestionnaires d'actifs, vous êtes des nouveaux financeurs participatifs, vous êtes des acteurs du digital. Vous devez tous redevenir de réels intermédiaires entre l'épargne des Français et les projets d'investissement de nos entrepreneurs. Ce changement redonnera plein sens à votre métier et redonnera plein sens à votre mission, qui est de financer et d'accompagner la croissance d'entreprise et d'offrir du rendement aux Français. En un mot, on cherche ici ce matin à voir comment nous pouvons tous ensemble rendre l'épargne utile aux Français, à leur pouvoir d'achat, à la croissance, à l'emploi, à la transition climatique. Bref, rendre l'épargne utile à chacun d'entre nous et à notre pays. Qu'est-ce que nous cherchons à faire précisément? Nous cherchons à doubler sur le quinquennat l'épargne des Français qui va dans les fonds propres des PME. Aujourd'hui, c'est environ 5 milliards d'euros quand on additionne l'ISF-PME, qui existait jusqu'à l'année dernière, les levées de fonds de banques et de conseillers en gestion de patrimoine, et le PEA-PME. Nous voulons que ces 5 milliards d'euros deviennent 10 milliards d'euros par an d'ici 2022. Nous souhaitons que cet objectif soit autant le nôtre que le vôtre. Et je le dis aussi fortement, c'est un minimum. Certains d'entre vous sont venus me voir ici à l'Assemblée et me dire « Oh, mais 10 milliards, c'est très facile ». Eh bien, faisons 10 milliards, et puis si nous pouvons faire 20 et 30 après, j'en serais ravi, vous aussi. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on a 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie en France, et, chiffre intéressant, 400 milliards d'euros sur les comptes bancaires des Français. C'est 3 ans d'épargne non allouée qui est sur nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des intermédiaires financiers, vous savez où trouver l'argent. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on a 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie en France, et, chiffre intéressant, 400 milliards d'euros sur les comptes bancaires des Français. C'est 3 ans d'épargne non allouée qui est sur nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des intermédiaires financiers, vous savez où trouver l'argent. Et un travail considérable est donc entre vos mains. C'est un mouvement profond de réallocation d'épargne. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est tout de même impressionnant. Vous savez où trouver l'argent, c'est bien ce qu'elle a dit. Il y a 1600 milliards d'assurance vie, plus, très important, 400 milliards d'argent qui dort sur les comptes courants des Français. Vous comprenez? C'est anormal que vous ayez de l'argent. Et cet argent, il faut le donner à l'État. Pourquoi? C'est à l'écran. Pour un effort de guerre, pour tuer les gens. Ça a toujours été interdit que l'argent d'épargne des Français, parce que c'est immoral, aille investir dans de l'armement. C'est immoral, vous le comprenez. Faire la guerre, c'est tuer des gens. Mon père a fait la guerre. J'ai été bercé toute ma vie. Tous les repas du midi, parce qu'elle en a été traumatisée dans cette guerre 39-45 où elle a été médaillée, tous ces faits de guerre étaient racontés systématiquement à chaque repas. Et c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir vécu ce que c'est qu'une guerre de près. Donc ces gens-là voudraient casser les codes.
C'est-à-dire, on peut investir dans la mort aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelque chose d'extrémisme. Qui sont les extrémistes aujourd'hui? Vous êtes sûr que c'est Marine Le Pen? Vous êtes sûr que c'est Mélenchon? C'est peut-être pas eux, ce qui est soi-disant la normalité. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit, braves gens, à propos de la démocratie? C'est quoi? Je l'ai comparé à quoi? J'ai toujours comparé la démocratie à un élastique. Vous l'attendez simplement, c'est toujours la démocratie. Vous l'étendez à fond, ça s'appelle toujours un élastique, ça s'appelle toujours la démocratie. Ça dépend comment on conçoit la démocratie. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Alors, chez ces journalistes mainstream, un certain nombre de Français ne savent pas que leur épargne va à tout le monde sauf à la défense, indique la ministre des Comptes publics, notant une prise de conscience en Europe et en France pour savoir si on ne devrait pas supprimer ces exclusions. Ces exclusions, justement, c'est ce que je vous parle, ce sont des interdictions, pas des exclusions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'investir l'argent de l'épargne des Français dans de la mort, c'est ça, et ça se comprend, c'est humain. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont humains? Non, on pourrait très bien le penser. Maintenant, braves gens, passons à l'application avec George Soros, ce très controversé sur la planète, George Soros. Lui qu'il est dans tous les coups, dans l'ingérence de beaucoup de pays au monde et depuis toujours. Ça, en fait, on le sait, on ne va pas se cacher, se voiler la face. J'ai posé cette question à l'intelligence artificielle. Lien de Amélie de Montchalin avec Soros. Il m'a répondu tout bonnement. Amélie de Montchalin, l'actuelle ministre chargée des comptes publics dans le gouvernement de François Bayrou, est membre du Conseil de European Council on Foreign Relations, l'ECFR, une organisation soutenue financièrement par George Soros. L'ECFR est un think tank international qui vise à mener des recherches sur la politique étrangère et de sécurité européenne, à influencer les débats sur le rôle de l'Europe dans le monde. Influencer les débats. Vous comprenez? Cette affiliation soulève des questions sur de potentielles ingérences étrangères. Je relis. Cette affiliation soulève des questions sur de potentielles ingérences étrangères, notamment en raison du financement de l'ECFR par l'Open Society Foundation de George Soros, qui représente une part importante, 72%, des financements de l'organisation. L'ECFR est enregistré comme lobby auprès de l'Union européenne. Je continue. Cependant, cette affiliation soulève des interrogations sur l'influence potentielle de George Soros et de ses idées progressistes sur les décideurs politiques européens, y compris des membres du gouvernement français en exercice, comme Amélie de Montchalin et récemment Călin Georgescu en Roumanie. N'en jetez plus, la cour est pleine. Ce n'est pas du complotisme de parler de réalité qu'il se passe actuellement autour de cette planète. Maintenant, ne vous étonnez pas si il y a un combattant comme Trump qui vient pour balayer toutes ces choses-là qui pourrissent la vie des gens en définitive. Parce que nous, derrière, on est là en finalité. C'est nous qui morflons. Ces gens-là, ces députés qui sont là, députés à vie. Si ça me concernait moi, une personnalité politique n'aurait qu'une intervention politique dans toute sa vie. Pas deux mandats, un seul. Qu'il soit député, ministre ou président ou n'importe quoi, on se présente une seule fois et on peut se faire radier si on a la moindre petite magouille. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez pourquoi? Ce sont des carriéristes et ils se foutent pas mal derrière que vous crevez de faim. Je peux vous le jurer. En tous les cas, c'est ce que je ressens et je suis dans la vérité. Alors tous ces médias, tous ces Julia Pin, tous ces gens qui font soi-disant du fact-checking pour déblatérer sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que vous entendez, c'est la vérité. Est-ce que les complotistes, entre guillemets, ou les extrémistes, tous catalogués d'antisémites, d'antisionistes, de je sais plus quoi, de racistes, parce que simplement on n'a pas le discours officiel, le narratif officiel des médias du président de la République, de Amélie de Montchalin ou de tous les autres partis politiques, nous sommes catalogués de complotistes. Non, ça, il faut arrêter. Et aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur. Les gens, on s'en fout tous de ce que vous pouvez raconter. Parce qu'en définitive, quand on est catalogué de complotistes aujourd'hui, eh bien, c'est être réaliste avec le temps. Car le temps nous donnera toujours raison.
C'est ce qu'on est en train de voir avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bien entendu, dans les médias mainstream, vous ne verrez pas toute la vérité sur ce qui se passe aux États-Unis. Par contre, moi je connais quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui m'en parle très souvent. Croyez-moi, ils sont très fiers et très contents d'avoir Donald Trump aux États-Unis comme président. Donc en finalité, pour faire une conclusion, mis à part qu'ils veulent mettre la mainmise, prendre la mainmise, de toute façon il y a eu la loi Sapin de l'Union européenne qui dit qu'on pourra saisir une partie de vos avoirs à partir d'une certaine somme, c'était le début ça, sur vos épargnes, sur vos comptes par exemple. Bien ça s'avère vrai aujourd'hui. Là, Amélie de Montchalin, sa mission c'est quoi? Vous vous souvenez que Macron était investi d'une mission sur une vidéo, on aurait dit quelqu'un qui était sous l'emprise de quelque chose lorsqu'il déclarait « Ah, il regardait au ciel, je suis investi d'une mission. » Vous vous souvenez de ça? Cette vidéo, je l'ai, je pourrais vous la remettre un jour. Amélie de Montchalin, l'investi d'une mission, c'est détourner une partie des économies des Français pour le diriger sur l'effort de guerre. Alors, est-ce que la Russie a une seule fois attaqué la France, même verbalement? Non, non, non et non. Il n'y a rien qui prouve que la Russie veuille agresser les Français, sauf si on en fait des fantasmes. On peut poser la question à l'intelligence artificielle, demander ce qu'elle pense des fantasmes lorsque quelqu'un prend ces fantasmes pour une réalité. Eh bien, on va le faire. Attendez, on va le faire en direct. Alors, j'ai simplement posé à Perplexity, comment appelle-t-on une personne qui prend ses fantasmes pour les réalités, pour des réalités, ou la réalité? Il s'agit là d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il se sent agressé par la Russie. Il y a quelque temps, non, personne parlait de la Russie, on n'en parlait pas, il n'y avait pas d'ingérence, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Il y a un an, non, c'était autre chose, c'était la guerre, parce qu'Emmanuel Macron, il est perpétuellement en guerre. Les virus, quand ils ont attaqué, c'était la guerre. Nous sommes en guerre, voilà. Emmanuel Macron, c'est « nous sommes en guerre ». Alors le résultat de ce qui se passe en Ukraine, c'est le résultat d'ingérences comme l'Europe et les États-Unis qui n'ont pas réglé le conflit depuis 2014 en Ukraine. Simplement que le Poutine, l'URSS, pour se protéger comme le font les États-Unis et l'Europe, c'est d'avoir des barrières neutres autour de son pays. Et ça se comprend, et tout le monde est content, et il n'y a pas de guerre. Donc là, ce que fait, si on regarde la carte depuis ces 50 dernières années, on voit que les frontières qui rapprochent la Russie par l'Union européenne et les États-Unis se grignotent de plus en plus vers la Russie. Mais ça, c'est une réalité. Donc Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait la gueule. Et puis là, il y a des gens qui ont été meurtris dans le Donbass. Bien, étant donné que ces gens-là au Donbass se disent plus russes que ukrainiens, ils ont demandé l'appui de l'armée à la Russie d'intervenir, chose que Poutine a fait. Et Poutine n'a jamais voulu envahir l'Ukraine. Enfin, moi, c'est ce que je pense personnellement. Mais eux, ils en jouent, parce qu'Emmanuel Macron il est au bout du bout. Avec le Covid, il a essayé de renverser son gouvernement, son propre gouvernement. Ça n'a pas marché. Maintenant, il essaye de faire croire à tout le monde qu'on va vers une guerre mondiale. On n'ira jamais vers une guerre mondiale. De toute façon, il n'en a pas le talent, il n'en a pas le pouvoir, ni la force morale, ni intellectuelle. Alors Emmanuel Macron, il a toujours pensé que chaque fois qu'il se pense quelque chose, il pense que ça va toujours arriver. C'est-à-dire que ce sont des fantasmes. Quelque chose qu'on pense qu'on n'en a pas de preuve, ce sont des fantasmes. Ben voilà, lui, Poutine est en train de l'agresser alors que c'est pas vrai. Poutine est en train d'avancer vers l'Europe alors que c'est pas vrai. Il a déjà du mal à avancer en Ukraine. Alors qu'en Ukraine, il n'avance pas, il maintient simplement ses positions. Poutine, s'il avait voulu envahir l'Ukraine, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Parce qu'il a vraiment un arsenal de bombes, c'est pas croyable. Donc on va pas parler de ça. Je suis pas là pour parler de la guerre, moi. Ça ne m'intéresse pas. Alors effectivement, sans se tromper, Macron fait de ses fantasmes une réalité. Alors Perplexity me répond: une personne qui prend ses fantasmes pour la réalité est généralement appelée un mythomane. La mythomanie est une tendance pathologique à mentir de façon excessive et à confondre l'imaginaire avec le réel. C'est bien ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Il confond l'imaginaire avec le réel. Parce que la Russie n'a jamais parlé
de loin ou de près, de vouloir attaquer sans prendre à l'Europe. Au contraire, Poutine a toujours voulu commercer avec l'Europe et on s'en sortirait largement gagnant parce que la Russie est riche en matières premières, etc. On avait tout à gagner avec la Russie à faire du commerce. Et ça, il y a 20 ans que je le dis. Il est important de noter que les fantasmes sont normalement des productions imaginaires qui permettent d'exprimer des désirs ou des pulsions de manière symbolique sans nécessairement les réaliser concrètement, heureusement. Cependant, lorsqu'une personne perd la capacité de distinguer ses fantasmes de la réalité, comme Emmanuel Macron, cela peut indiquer un trouble psychologique plus sérieux comme la mythomanie ou dans certains cas extrêmes, un état délirant. C'est pas un psychiatre italien qui avait analysé Emmanuel Macron comme quelqu'un de psychologiquement fragile, voire pathologiquement malade en 2017. Voilà, donc ça je voulais vous montrer, vous voyez, on l'a fait en direct, hein, excusez-moi, voilà, et voilà ce que leurs propres outils à eux répondent de eux-mêmes. Donc qu'est-ce qui est dans la réalité? Moi je n'ai fait que poser des questions, et leur intelligence artificielle m'a répondu clairement et simplement. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc je voudrais dire que ne vous inquiétez pas trop, hein, il n'y aura pas de guerre, vous inquiétez pas. Poutine, il est très intelligent pour ne pas nous déclencher une guerre mondiale, malgré les invectives sérieuses de l'Union européenne qui sont délirantes, hein, comme on vient d'en parler. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la guerre. Vous voyez, Emmanuel Macron, il n'y a même pas d'enfant, il ne sait pas ce que c'est qu'élever un enfant. Il ne peut pas savoir qu'envoyer vos enfants, dites-vous bien, c'est que vos enfants iront sur la ligne du front, ils iront se faire exploser la tête, déchiqueter en 1000 morceaux, les boyaux éparpillés nulle part à tel point qu'on ne retrouvera pas vos enfants. C'est ça que vous voulez? Je ne pense pas c'est ça que vous voulez, parce que la guerre, d'après les récits de mon père, c'est quelque chose d'inhumain et d'horrible. Seuls ceux qui n'ont pas passé une heure au front ne peuvent pas savoir ce que c'est. Alors moi, ces gens-là, va-t-en-guerre, je les invite et je veux les conduire. Je paye le transport, si vous voulez, pour qu'ils aillent une journée au front, si vous voulez. Alors nous, les gens équilibrés et normaux, comme nous, les complotistes, qui nous ont catalogués de complotistes, les réalistes, quoi. Eh bien, on peut vous dire que Emmanuel Macron perd la boussole, il perd carrément la boule, même. Et ne vous inquiétez pas, il ne peut pas mettre en exécution tout ce qu'il pense, parce que personne ne le suivra. Il y a encore quelques décérébrés qui le suivent, comme Starmer, comme l'Angleterre, parce qu'ils savent que Donald Trump est en train de déterrer pas mal de dossiers concernant aussi l'Angleterre, etc. Peut-être que des dossiers vont être aussi déterrés, mis au jour par Donald Trump et sa justice aux États-Unis qui vont éclabousser l'Europe, qui vont éclabousser des partis politiques, des personnalités politiques. Probablement que cela emmènera des personnalités en milieu carcéral carrément, car nous en sommes qu'au début avec Trump, et c'est ça qui est bien justement. Par contre, il y a une chose que je sais et que je sens, que je vais encore vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai toujours dit aux gens, s'ils veulent s'attaquer pénalement à Emmanuel Macron, il faut attendre qu'il soit déchu de son trône, parce que c'est pas un président, c'est un roi, c'est un trône qu'il a, on le sait. Qui est ami avec Emmanuel Macron, eh bien, verra les foudres de sa guerre, encore une fois la guerre, parce que Emmanuel Macron, quand il a des amis, il finit par les jeter ensuite. Et ce sont tous ses amis qui l'ont dit personnellement. En conclusion des conclusions, est-ce que c'était prévu depuis de longue date de subtiliser intelligemment une partie de l'épargne des Français? Bien oui, ça fait très longtemps qu'ils l'ont en tête. Je pense que même avant 2017, ils l'avaient tous en tête, c'est-à-dire tout le cran macroniste. Donc c'est un plan qu'ils mettent à exécution. Et pour ça, ils vous parlent de guerre pour justement essayer de trouver de l'argent. Car à force de vider les vases, il n'en reste plus beaucoup, si l'épargne des Français.